de faire que les gens se rencontrent, s'aiment. C'est pas cucu ça, c'est important. Vous écoutez Ciné Dévoré. Ici, on discute, on décortique et on partage les rouages du cinéma. Good morning! Morning! Good morning! Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night. Dans notre tout premier format de notre podcast Ciné Dévoré, nous allons nous pencher sur un film actuellement en salle, La Chambre d'à côté, qui fera l'objet d'une discussion avec Lubin, Kim et Ulysse, suivi d'Elisa qui vous présentera la technique du travelling, puis l'agenda des sorties de Lubin. En clap de fin, on vous fera découvrir le métier de programmateur de cinéma avec une interview d'Aldric, le programmateur du Concorde. Et tout de suite, on retrouve Ulysse et Kim, qui ont eu la chance d'interviewer hier soir notre public pour le film La Chambre d'à côté. Parce que tu me parles avec tes mots, que moi je te regarde avec tes sentiments. Déjà, qu'est-ce que vous avez pensé du film en général, votre avis à chaud, vos premières impressions? Déjà, j'ai trouvé l'interprétation des deux actrices magistrale. Je crois que c'est un film vraiment particulier, inhabituel, et il n'avait pas encore traité ce domaine, et ces deux femmes sont, comment dire, splendides, je ne sais pas comment dire, elles sont extraordinaires, voilà. Vous parliez des deux femmes justement, qu'est-ce que vous avez pensé? Alors, est-ce que dans le passé elles ont vécu ensemble? C'est sans doute probable. Jusqu'où l'amitié peut-elle aller? Et elle, Julianne Moore, qui avait une peur de la mort. Donc du coup, on peut s'étonner qu'elle ait accepté finalement plus que les trois autres. Mais non, la relation, elle est belle. Très belle relation entre deux amis. Dernière question, si vous aviez un ou plusieurs adjectifs pour décrire ce film? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Surprenant, humain, il y a de l'humanité. Finalement optimiste et coloré et sentimental. Et on remercie également Sophie et Ginette pour avoir participé au micro-trottoir avec Ulysse et Kim. Avant de commencer notre discussion, laissez-moi vous poser le cadre du film. Le film raconte l'histoire de deux amies qui se retrouvent après s'être perdues de vue quelques années. L'une d'elles annonce qu'elle a eu une maladie grave et souhaite partir dignement. Almodovar, symbole de la movida, de la couleur et des rêves, pour lui, il faudrait interdire le réel, comme l'annonce Tout sur ma mère. Dès l'âge de 10 ans, il avait pour vocation le 7e art. Il a pour sujet de prédilection à ses débuts le punk, le sexe, le rock, des flics fascistes et toutes sortes d'obsessions. Il se fait repérer et distribuer en France après son succès à la Mostra de Venise avec Femmes au bord de crise de nerfs. Sa filmographie s'est affirmée comme un nouveau mode de création artistique, comme un marqueur du temps historique de l'Espagne contemporaine. Il s'inscrit dorénavant dans ce qu'on pourrait nommer le courant des grands cinéastes de la mémoire. Il reprend Truffaut, quand lui-même reprenait Hitchcock en annonçant qu'il tournait des scènes d'amour comme des scènes de crime, et des scènes de crime comme des scènes d'amour. C'est un cinéaste qui célèbre les femmes, les transgenres, les homos, les hétéros, les relations humaines et la vie qui entoure ses personnages. Fan de Technicolor et de l'âge d'or hollywoodien, il fait transparaître avec brio les émotions à travers un subtil mélange de drame, de comédie et de mélodrame. Et la capacité de raconter les sensations humaines dans toute leur intensité et toute leur excentricité. Pedro Almodovar met en scène des films anticonformistes où la joie de vivre prend toujours le pas sur les contraintes sociales et la peur de la mort. Comme c'est le cas dans La Voix humaine, son court-métrage expérimental réalisé pendant la pandémie du Covid, tourné en anglais avec Tilda Swinton. Dans la suite logique de son court-métrage est sortie en ce début d'année l'adaptation du roman de l'autrice américaine Ingrid Nunes, La Chambre d'à côté. Adaptation dans laquelle il met en scène en poésie le portrait de deux femmes. Le duo Tilda Swinton et Julianne Moore porte un film aux couleurs de l'intime qui explore les sujets de prédilection du cinéaste. Est-ce que c'est un réalisateur qui, pour vous, vous touche et où vous retrouvez dans la plupart de ses films? Moi, pour ma part, Almodovar, c'est un réalisateur que j'affectionne particulièrement. J'ai vu plusieurs de ses films et c'est vrai qu'on voit une évolution dans ses premiers films et ses films maintenant.
Euh, et je trouve que sa vision sur le monde, sur les femmes est très intéressante. Et dans chacun de ces films, on retrouve une vision différente sur la vie. Il célèbre les femmes, la vie qui l'entoure, la vie humaine dans la plupart de ses films. Non, mais moi, c'était le premier Almodovar que je voyais. C'est un réalisateur qui m'a toujours intéressé. Parce que j'entendais beaucoup de choses sur son univers, notamment, enfin, surtout esthétiquement, ça avait l'air intéressant au niveau des couleurs. Et du coup, j'allais un peu, en allant voir la chambre d'à côté, j'allais un peu à la découverte justement de cet univers qui, moi, m'intéressait. Mais j'ai pas eu le temps d'en rattraper d'autres depuis, donc c'est vraiment mon premier rapport à Almodovar. Oui, c'est vrai, il y a toujours cette recherche, cette quête d'identité que l'on peut retrouver par exemple dans son dernier film Madres Paralelas, qui je pense qui pourrait te toucher vu que tu as commencé par son dernier. Almodovar nous expose aussi un traumatisme américain pour son premier film anglophone, celui de la guerre au Vietnam ou encore en Irak, qui a énormément touché la population américaine. Donc il arrive vraiment à essayer de comprendre ce qui a pu toucher le peuple américain et pour son premier film anglophone. Donc, est-ce que la langue a été une barrière pour vous pour apprécier son film? Moi, je pense que justement, il a pris un risque. Après, moi, je trouve que justement, lorsqu'il parle de cette guerre, etc., on sent qu'il est. Je trouve que c'est bien amené, on sent qu'il maîtrise à peu près, mais j'ai trouvé justement que la langue sur d'autres dialogues, et la majorité pour être honnête, c'était vraiment moi ce qui m'a sorti du film et j'ai trouvé qu'il était pas, il était mal à l'aise un peu avec. Après, c'est son premier long métrage avec cette langue, mais ça m'a pas convaincu. Je trouve que ouais, le rapport à. Ça sent vraiment comme si qu'il est pas à l'aise et que c'est pas naturel chez lui parce que toutes les scènes en fait qui essaient d'aborder un peu ce côté un peu plus américain, un peu plus qui sort en fait du monde hispanique, c'est amené avec parcimonie. C'est la scène tu parles de la guerre au Vietnam, de la guerre en Irak, c'est des choses qui traitent mais de façon très vague, on sent qu'il veut pas. Mais c'est superficiel et non Ouais, abouti. il veut pas trop se mouiller, il fait un avis très large de ah, la guerre c'est traumatisant, mais il va pas vraiment dans la profondeur de la psychologie des personnages, de comment ça altère, comment ça a affecté tout le pays en fait. C'est vraiment, il l'a mis pour. Enfin, moi c'est comme ça que je l'ai ressenti, il l'a vraiment mis en mode oui, bah j'essaie de traiter un peu des États-Unis, mais je trouve que ça fait vraiment pas naturel dans le film. Les touristes. Bah, c'est vrai que je trouve que le sujet de la guerre aurait pu être davantage traité parce que c'est forcément très intéressant. Et Almodovar, je trouve qu'il nous donne une vision européenne, espagnole sur l'Amérique et qui forcément n'est pas forcément la réalité de l'Amérique. C'est vrai que c'est son premier film, un long métrage en anglais. Et c'est vrai qu'on est plus habitué à voir des films d'Almodovar en espagnol. Et c'est vrai que ça peut paraître pas forcément naturel l'anglais, mais je trouve que les dialogues, on voit que c'est pas la langue maternelle d'Almodovar, comment il a écrit le film, mais je trouve que ça donne aussi un ton très narratif dans les dialogues. On a l'impression presque que les deux actrices en fait nous racontent une histoire dans leur discussion, mais aussi quand elles parlent de leur vie passée et qui sont justement accompagnées souvent de flashbacks, euh, plus pour l'histoire de Tilda Swinton. Et on peut retrouver évidemment beaucoup de références au peintre Hopper, qui est d'ailleurs cité, et qui renvoie encore une fois à une Amérique presque fantasmée. Et donc il essaye un peu aussi de s'échapper de cette société de consommation avec énormément de plans de nature. Donc là où il devrait avoir des passants, il y a des oiseaux, des fleurs, des arbres. La rue est peu filmée, comme il a l'habitude de faire normalement. Il y a énormément de vie, d'humains, de musique, de danse qui font part du film, sauf que ici, on a juste le portrait de deux femmes entourées de nature avec pratiquement aucune personne aux alentours et aucun bruit de vie. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette partie intime plutôt de ce film? Moi, je trouve je sais plus, je crois que c'est Ginette qui en parle dans le micro-trottoir. Merci Ginette, parce que elle parle d'un huis clos, et le film, même si c'est pas vraiment un huis clos, enfin, elle reste pas dans le même endroit constamment, on a vraiment cette impression parce que c'est toujours très
entre soi, c'est toujours elles, et même quand elles sortent, euh, qu'elles soient dans la rue, qu'elles soient dans un cinéma, on en parlait un peu avant, c'est toujours le cas d'être toujours très concentré sur elles et tous les autres personnages. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on a un peu cette impression superficielle, je pense, sur toute la partie au Vietnam, etc. C'est parce que les personnages qui sont amenés pour ces parties-là sont pas vraiment développés parce que tout ce qui est mis en avant dans le film, c'est vraiment la relation entre les deux, entre Julianne Moore et j'ai plus le nom de Tilda Swinton. et Tilda Swinton. Et c'est vraiment, enfin, le film est basé sur leur relation, sur les deux personnages en fait, sur ces deux femmes. Et donc c'est quasiment, on est vraiment dans leur intimité en fait, on est vraiment avec elles et c'est un film qui est assez personnel, je trouve, d'une certaine manière, parce qu'on les accompagne vraiment dans leurs derniers moments de la vie de Tilda Swinton et dans les derniers moments de elle entre amis, en fait. C'est vrai, et je trouve que la relation entre les deux personnages est vraiment hyper intéressante. Déjà, je trouve qu'elle est portée et jouée remarquablement par les deux actrices, ce qui est vraiment pour moi le plus gros point du film. Et je trouve que cette relation, en fait, on se demande presque comment elle arrive, parce que ces deux femmes qui ne se sont pas parlé depuis presque 10 ans, et une des deux, donc celle jouée par Julianne Moore, apprend que l'autre est malade, et de cette annonce, elles vont devenir se rapprocher énormément et se voir presque tous les jours, jusqu'à vivre ensemble alors qu'elles ne s'étaient pas parlé. Et c'est presque une relation, elles se sentent presque, je pense, forcées à entretenir cette relation. Et je pense à un moment dans le film, Julianne Moore dit: mais pourquoi est-ce que tu me demandes à moi de vivre avec toi alors qu'on n'est pas si proches? Et elle se demande même pourquoi, c'est vrai, qu'est-ce qui fait qu'elles deviennent si proches? Qu'est-ce qui les a rapprochées, à part la maladie? Surtout qu'il y a trois femmes, enfin, Tilda Swinton, elle demande, elle le dit même à Julianne Moore, c'est pas quelque chose qu'elle cache, elle le dit ouvertement, elle dit qu'elle a demandé à trois amis avant le personnage de Julianne Moore de, de l'accompagner en fait justement dans son suicide assisté, parce que c'est de ça que traite le film. Ces trois amis en fait avant elle ont refusé. Et donc on peut avoir l'impression que le choix de Julianne Moore est un peu un choix par dépit, mais en même temps, dans leur complicité, on sent que c'est pas un choix qu'elle a fait parce qu'il y a vraiment une volonté de. Je trouve que ça renforce vraiment la relation entre les deux. Je trouve que ça la rend encore plus belle parce que c'est une relation qui, même si elle est pas forcément elle est de longue date, mais on n'est pas sur deux personnes qui étaient constamment ensemble et qui vont devoir apprendre à d'un coup se séparer. C'est une histoire qui est assez différente d'un schéma plutôt traditionnel de j'ai vécu avec cette personne et je l'ai aimée pendant tant de temps et d'un coup je dois apprendre à vivre sans elle. C'est je redécouvre une personne que j'ai connue et j'essaye de l'accompagner dans ses derniers moments. Le cinéaste, comme tu viens de le dire, fait le portrait de femmes hautes en couleurs et on y retrouve une large palette qui contraste, comme vous venez de le dire, avec les propos du récit. De plus, le film se clôt avec un générique un peu arc-en-ciel qui vient accentuer vraiment ce parallèle. Donc, qu'est-ce que vous en pensez des couleurs, de la forme et du fond qui est plutôt sombre? La photographie, honnêtement, elle est très réussie. Je pense que c'est important que ça vienne entourer, voilà, c'est un sujet, la mort, etc. On est sur un sujet quand même sensible, délicat. Et la relation, c'est un film très doux, très, très paisible. Je pense que les couleurs, ça permet d'harmoniser beaucoup plus. Non, c'est vrai, on parlait de la photographie, et justement un film qui est très coloré, très graphique. Enfin, dans les décors, je pense notamment aux scènes quand elles sont dans la chambre d'hôpital. Les décors, on a presque l'impression qu'ils sont dessinés et que c'est, ouais, peint. Tu parlais des tableaux de Hopper, et c'est vrai qu'on a l'impression que tous les décors, même dans la nature, la maison, elle est très géométrique. La décoration à l'intérieur, c'est plein de couleurs, même dans leur tenue. Je pense à la tenue jaune que met Tilda Swinton. C'est ouais, très graphique, très coloré, et c'est vrai que ce style va en opposition avec le sujet du film qui est quand même... ça parle de la mort, donc c'est quelque chose assez sombre, à laquelle on n'associerait pas forcément des couleurs vives comme le fait Almodovar.
En rapport avec les couleurs, on retrouve des symboles tels que les nombreuses fleurs, une représentation un peu de la vanité, de la fatalité de la vie, ce qui vient rompre finalement avec le propos du film, qui est celui du contrôle de sa propre vie finalement. Pour moi, dans ce film, clairement, Pedro Almodovar, il donne clairement sa position sur le droit à l'euthanasie, qui est clairement une position favorable à cette dernière. Tous les personnages qui essayent de... Il n'y en a pas beaucoup, mais les personnages qui essayent de s'opposer à ça, à cette euthanasie, le flic à la fin. Il y a un flic. Ouais, Et il n'est pas dépeint comme quelqu'un de super sympa. Mais après, je pense que le film, c'est pas sur l'euthanasie en soi. Tout le monde l'a accepté. À la fin, on a un peu une sorte de contradiction, mais le film est déjà passé. On va pas se mentir, c'est plus sur la mort et sur la relation, comment appréhender la mort plutôt que l'euthanasie. Elle est acceptée dès le début du film en soi. Le film ne tourne pas à savoir si elle va réussir à s'euthanasier ou pas. C'est déjà accepté, ça va se faire. C'est plutôt comment elle va le faire, justement. Ouais, c'est ça, mais je pense qu'il y a quand même un sous-texte qui est quand même de dire aujourd'hui c'est compliqué justement par le passage, elle est obligée de passer par des voies illégales sur le dark web, elle est obligée de passer par ces moyens là, même à la fin, une fois que c'est passé, c'est le personnage de Julianne Moore qui fait face à des problèmes avec la police, avec la justice liée à ça. On comprend que, et justement moi c'est ce qui m'a un peu énervé avec le passage sur la police, parce que le film arrive à assez bien amener son message sur le droit à l'euthanasie, comme quoi Pedro Almodovar y est favorable et que c'est quelque chose dont on devrait pouvoir disposer. Et j'ai trouvé cette dernière partie avec la police, avec Julianne Moore qui doit répondre des actes de son ami. J'ai trouvé que ça faisait vraiment appuyer, et du coup ça surlignait trop, et je trouve que en général le film surligne trop ses messages. Regardez, les flics, ils sont méchants, ils sont contre l'euthanasie. Les méchants, c'est ceux qui sont contre l'euthanasie. Je trouvais que ça surlignait trop un message qui était déjà présent et qu'on comprenait en fait déjà sur la première moitié. J'ai trouvé vraiment pas ça nécessaire. Encore une fois, il met en avant les femmes qui ont un regard plus moderne sur leur vision de la vie, et les hommes qui, au contraire, refusent que les femmes elles-mêmes prennent leur propre contrôle, comme les policiers ou l'ami de Julianne Moore, qui est contre les actes de son ami. Mais c'est vrai que moi, le sujet est traité d'une certaine manière. En effet, on voit que Almodovar, il est plutôt en faveur du suicide assisté, mais j'ai pas trouvé que ce soit vraiment le gros du film. Le sujet, je trouve que le film se concentre surtout sur la relation entre les deux femmes, et je trouve que c'est un sujet dont on parle de plus en plus aujourd'hui, et qui n'est pas forcément présenté comme quelque chose d'extraordinaire, de touchant, de triste. De triste, quelque chose qui est présenté de façon plutôt ordinaire, mais ça touche quand même les gens. Par exemple, Julianne Moore, c'est vrai qu'au début, forcément, elle n'est pas en mode ok, j'accepte, c'est ton choix. Il le traite d'une façon qui est sa vision. Sûrement, un autre réalisateur aurait traité d'une vision différente, mais je trouve pas que ce soit vraiment le film soit vraiment centré, et soit que Almodovar n'ait pas fait ce film juste pour montrer sa vision, son avis sur le sujet, parce qu'il aurait très bien pu le faire à travers d'autres médias. C'est vrai que le cinéma, c'est son média, mais je suis pas sûr que Almodovar, par ce film, ait voulu montrer que ça. Non, clairement. Mais pour rebondir un peu ce que tu disais sur la représentation des femmes et des hommes, je trouve que le peu de personnages masculins qui sont représentés dans le film, moi j'ai une scène en tête. Je veux te lancer Ulysse là-dessus, parce que je sais qu'on a un peu le même avis, mais il y a une scène avec le coach de sport, pour moi est assez révélatrice en fait de comment Pedro Almodovar, en tout cas peut-être pas les voit, mais dépeint les hommes dans ses œuvres. En fait, oui, je trouve qu'il y a des scènes comme le policier qui n'apporte rien, étant donné que tout le propos du film c'est accepté, et c'est les 5 dernières minutes qui vont être à peu près remises en question à moitié. Finalement, Almodovar nous dépeint un portrait haut en couleur de deux femmes face à leur destin.
Non, alors là, je rêve, hein, t'as un QI de bulot. Et tout de suite, on retrouve Elisa qui va vous parler du travelling. Si comme moi, vous êtes déjà senti perdu dans une conversation autour d'un film, ou plus généralement du cinéma, que les mots vous manquaient pour décrire une scène et ses effets, restez ici, cette rubrique est pour vous. Aujourd'hui, je vous propose d'en apprendre plus sur une technique de mouvement de caméra au cinéma parmi les plus utilisées, le travelling. Le travelling, c'est un mouvement physique de la caméra, en gros quand la caméra bouge pour nous donner différents points de vue de l'objet filmé, pour par exemple se rapprocher d'un personnage lors d'une émotion forte. Il existe énormément de méthodes pour obtenir ce mouvement. En positionnant la caméra sur des rails, c'est ce qu'on appelle un dolly, qui a l'avantage de donner des plans stables et fluides. Si ça vous intrigue, je vous conseille d'ailleurs de jeter un coup d'œil à ceux de Spike Lee. Il existe aussi sa version minimale montée sur trépied qu'on appelle le slider. En Steadicam, la caméra est portée par un opérateur grâce à un système permettant sa stabilisation, ou encore filmée avec un drone sur une grue ou une voiture. Toutes les méthodes sont bonnes pour réussir son travelling. Il peut être avant, on s'approche du personnage, arrière, on s'en éloigne. D'accompagnement, rappelez-vous par exemple cette scène où on suit Danny sur son tricycle se promenant dans les couloirs de l'Overlook dans Shining, mais aussi latéral, de gauche à droite, avec la scène culte dans Forrest Gump, court Forrest court, horizontale, verticale, circulaire, on tourne autour du personnage, par exemple quand Kim dans Édouard aux mains d'argent danse sous la neige, ou encore compensé que l'on doit à Hitchcock et son film Vertigo, qui en s'alliant au zoom opposé au mouvement de la caméra, nous donne un effet vertigineux qui déforme les perspectives de l'arrière-plan. Le travelling est d'ailleurs souvent lié au plan séquence, et quoi de mieux pour illustrer cette affirmation que le film 1917. Ce qui s'opposerait plus ou moins au travelling serait alors un plan fixe. Par exemple, imaginons-nous confortablement assis dans les sièges d'un théâtre, nos yeux comme caméra. La pièce commence, les acteurs sont en mouvement, les décors peuvent bouger, mais notre point de vue de spectateur ne change pas, à moins que vous soyez du genre à changer de place en plein milieu d'une représentation. Vous êtes désormais prêt à frimer devant vos amis, après tout, le travelling, c'est pas donné à tout le monde. Bonjour, nous sommes avec Aldric, programmateur au Concorde depuis 2023. Donc tu as pris la relève de Morgane Poquet. Tu défends les films que tu aimes tout en apprenant à connaître le goût des autres. Le cinéma, c'est quand même un lieu de rencontre avec des œuvres, mais aussi avec des gens. Et toi, tu te charges d'organiser ces moments. Donc aujourd'hui, c'est nous qui allons te poser 2-3 questions pour en savoir un peu plus sur ton métier. Bienvenue. Eh ben merci. Bonjour à vous. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter un peu ton parcours en général, comment t'es arrivé là, tes passions peut-être en dehors du cinéma, et qu'est-ce qui t'a amené ici au Concorde? Alors, je vais bientôt avoir 50 ans. J'ai commencé en 2000, donc ça remonte maintenant, ça fait 25 ans. J'ai commencé après les études de droit et d'aménagement et développement territorial où je me suis spécialisé particulièrement dans les politiques culturelles et cinématographiques. Je suis arrivé comme à l'époque emploi jeune à Trappes, au Grenier à Sel. C'était le cinéma où j'allais quand j'étais enfant, ado, jeune adulte. Donc pour moi, c'était un peu la consécration ultime. Je l'ai dirigé assez rapidement, j'avais 25 ans. Et voilà, après, je suis parti, après 7 ans passés à Trappes, où j'ai grandi, du coup, je suis parti au Mans. Je me suis occupé d'un cinéma pendant 4 ans, les cinéastes. Puis après, je suis allé à Poitiers, au sein d'une scène nationale, pareil, pour m'occuper d'un cinéma pendant 12 ans. Et puis, je suis arrivé à La Roche-sur-Yon courant 2023. Il y a eu ouverture d'un poste. Je connaissais le cinéma, son programmateur, son directeur, le festival. Voilà, et j'ai eu envie de postuler et partir sur une nouvelle aventure. Et puis j'ai été pris. Et donc voilà, ça fait maintenant 1 an et demi que j'officie ici. Est-ce que tu peux aussi nous parler un peu du métier de programmateur en tant que tel? Parce qu'on n'a pas toujours une vision très claire dans quoi ça consiste. C'est quoi tes tâches au quotidien? Alors au quotidien, déjà c'est voir les films. Ensuite, ça va être en fonction de ce qu'on peut avoir, de ce qu'on veut avoir, de créer une programmation cohérente. Il va falloir négocier les films auprès des distributeurs. Il va falloir aussi installer sur quel film on va vouloir les accompagner particulièrement, soit avec les équipes de films, soit des débats. Et c'est de créer un peu cette synergie tout au long des semaines et des années et des saisons au cinéma, faire vivre le lieu régulièrement. C'est vrai que j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup que le cinéma soit un lieu culturel et un lieu de vie à part entière. Donc c'est pour ça qu'on a autant de rencontres.
Voilà, et puis dans mes tâches aussi quotidiennes, j'ai beaucoup de communication et puis de liens à faire aussi avec mes autres collègues sur les aspects techniques, sur les aspects de programmation et autres. Très bien. Donc tu parlais de distribution et est-ce que tu peux nous expliquer les critères que tu utilises pour sélectionner les films à projeter dans un cinéma d'art et essai? Alors c'est vrai que on va plutôt se pencher sur les films d'auteur en règle générale, parce qu'on est à plus de 90% ici, enfin, on frôle même les 100%. En fait, il y a d'abord ce que moi j'ai envie de défendre comme film. Dans ceux que j'ai vus. Il y a vraiment des choses que j'ai envie de défendre absolument. Ensuite, il y a plein de critères en fait dans la programmation. Je sais que le public est attiré ici spécifiquement à La Roche-sur-Yon sur telle typologie de film, qui n'étaient pas forcément les mêmes de là où j'étais avant. Donc ça c'est toujours intéressant de s'adapter. Moi, il y a quelque chose qui me motive aussi particulièrement dans le cinéma, c'est que voilà, faut qu'il y ait un point de vue du réalisateur. Faut que ça soit bien fait, bien évidemment. Et pour moi, le cinéma raconte l'humain avant tout. Donc j'ai besoin d'avoir un point de vue sur l'humain aujourd'hui. Alors ça peut être un film ancien, ça peut être un film de science-fiction, peu importe, mais ça me raconte aujourd'hui le monde. Et c'est ça vraiment qui me guide dans ma programmation. Et qui aussi guide toutes les soirées, débats, rencontres qu'on peut faire tout au long de l'année. Mais il y a plein de critères. C'est un équilibre aussi qu'il faut trouver avec ma collègue Hélène pour le jeune public. C'est un équilibre qu'il faut trouver dans les genres, les nationalités, les thématiques. Voilà, il y a plein de choses. Et à la fin, voilà, il faut que ça crée une cohérence. Et j'essaie d'être le plus divers aussi possible. Parce que sinon, on ferait que des drames, ce serait ennuyeux. Non, là, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'avoir plein de genres différents. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, le documentaire, donc il faut que je lui donne aussi beaucoup de place. J'aime beaucoup l'animation, ça, c'est ma collègue qui va en prendre, du coup. Plus, voilà, on essaie de défendre des genres, des auteurs. Et puis dans nos critères aussi, il y a essayer de trouver des nouveaux auteurs. Ça, c'est voilà, une fois qu'ils ont fait plein de films, souvent, des fois, on les perd. Hein, je pense je sais pas moi, à Almodovar, à Tarantino, etc. C'est vrai que plein de nos salles les ont suivis quand ils étaient jeunes réalisateurs, puis après, ils se sont envolés, ils font d'autres choses. Donc après, il faut qu'on trouve comme ça, voilà, plein de nouveaux auteurs. Et ça, c'est assez fascinant de découvrir les premières œuvres ou les premières et deuxièmes œuvres de nouveaux auteurs. Et on est en constante recherche de ça. Donc tu nous parles de public et d'équilibre. Donc, comment équilibrer et diversifier une programmation entre films d'auteurs indépendants, qui représentent 90%, voire 100%, comme tu l'as dit, de la programmation, et œuvres plus accessibles et pour un public plus varié? Comment est-ce que vous trouvez cet équilibre-là? C'est vrai que quand on voit les films en amont et qu'on voit le calendrier de sortie des films, on se dit ça j'aimerais beaucoup avoir ça, parce que ça, c'est peut-être plus porteur, ce qui permet aussi, quand on a des œuvres, par exemple, c'est vrai que d'avoir En Fanfare l'année dernière, sur toute la fin de l'année, c'est génial, parce que du coup, ça attire énormément de monde. C'est notre numéro 1 de l'année dernière, par exemple. Ça attire énormément de monde, et ça permet, en contrepartie, d'aller vers des œuvres beaucoup plus exigeantes, et d'attirer aussi le public. Il y a un équilibre à trouver entre ces œuvres un peu porteurs, et ces films plus difficiles. Après, il y a des choix. C'est vrai que voilà, quand on fait En Fanfare ou quand on fait Le Comte de Monte Cristo ou quand on fait L'amour ouf, alors des fois ils sont pas classés RSE ou parfois ils le sont, mais un peu à la limite. Voilà, j'ai jugé que voilà, c'est vraiment des films qui sont entre le multiplex et nous, c'est bon, c'est à la frontière, mais ça a autant d'importance chez l'un ou chez l'autre. Mais on va sur des œuvres assez ponctuellement comme ça. Après, on n'est pas à l'abri de bonnes surprises comme 20 Dieux qui est venu dans le top 5 de l'année 2024, alors que là, il est sorti de nulle part ce film. Donc, ouais, parce qu'on peut très bien voir Dune comme River Boom, quoi. Enfin, c'est exactement. assez large. Exactement. Denis Villeneuve est un auteur à part entière. Donc c'est pas du cinéma blockbuster complètement, c'est aussi un cinéma d'auteur. Voilà, c'est pour ça qu'on va le faire. Effectivement, on n'a pas appris un petit truc en plus qui, pour moi, peut-être une comédie très grand public. Alors après, il aurait pu avoir sa place aussi sur quelques séances, sûrement, mais
Voilà, on va pas sur cette typologie ou sur les Marvel, etc. On laisse les multiplex faire ça, ils font ça très bien. Et on va nous aller plutôt vers vraiment des œuvres d'auteur. Et même quand c'est parfois des œuvres un peu grand public, c'est toujours bien de les avoir aussi, de les présenter au public. Puis il y en a qui les attendent. Donc soit on arrive à les avoir en sortie nationale, soit un peu en décalé. Mais les gens ont pris l'habitude aussi de ça, d'attendre un peu. Il y a une partie quand même assez importante de travail qui est en lien avec les distributeurs. Comment tu travailles avec eux et surtout comment ce travail varie en fonction des types de distributeurs? On imagine que c'est pas les mêmes pour des gros films. On sait que vous avez programmé, c'était Vaiana 2 par exemple. C'est pas la même chose que pour programmer des films comme 20 Dieux. Et même pour des séances spéciales, quand vous devez ressortir des films, je pense à la rétrospective Lynch qui est en ce moment. Comment ça se passe quand vous travaillez avec des distributeurs pour des films actuels ou récents, enfin plus anciens justement? Alors sur tout ce qui est film du patrimoine, ça c'est assez simple. Je contacte les distributeurs, j'essaie d'avoir les films. Alors des fois on ne sait pas qui est l'ayant droit, on fait des recherches. Donc là c'est un travail de longue haleine, de retrouver qui a les droits, mais la plupart du temps on les trouve assez rapidement. Donc puis après on essaie de construire avec eux. Voilà, tout un tas de... Soit on fait les œuvres du patrimoine en unitaire chaque semaine, parce que moi j'aime beaucoup ça, avoir une récurrence quand même de films du patrimoine. Soit on construit après des rétros, et dans ces cas-là, il faut appeler un certain nombre de distributeurs et réussir à coordonner, d'avoir les copies et de bien dater tout ça. Mais globalement, quand même, le lien avec les distributeurs, surtout sur les films d'actualité, moi ça fait quand même très longtemps que je fais ce métier, du coup j'en connais énormément. Ils connaissent aussi mes goûts, ça c'est très agréable. Quand ils ont un film qui vient du Kazakhstan, tout de suite ils vont m'alerter parce qu'ils savent que c'est le genre de choses que je vais chercher. Voilà, des cinématographies plus fragiles ou des premiers longs, où voilà, ils me connaissent aussi un peu. Ensuite, avec des distributeurs indépendants, on a plutôt l'habitude, j'ai toujours été dans le cinéma indépendant, donc du coup, voilà, il y a une relation déjà de confiance sur l'exploitation des films. Ils savent qu'on va leur donner un bel espace, un bel écrin, et voilà. Ensuite, c'est pour des films beaucoup plus importants et avec des distributeurs, par exemple américains, qui sont beaucoup plus gros, où là, voilà, les négociations commencent très très tôt. Donc, il faut prendre le temps. Et quand est-ce qu'on va l'avoir? Est-ce qu'on va l'avoir? Quand? Combien de séances il va falloir négocier, etc. Voilà, ça c'est beaucoup plus long que des films, on va dire, indépendants, où là, les négociations sont beaucoup plus courtes, généralement, ouais. Comment la programmation reflète-t-elle l'identité et la ligne éditoriale spécifique du cinéma Le Concorde et d'un cinéma d'art et essai en général? C'est assez difficile de voir une ligne éditoriale d'un cinéma quand on a une programmation extrêmement diverse. Mais ça fait partie aussi de nos choix, d'avoir une grande diversité, comme je disais tout à l'heure, de genres, de thématiques, de provenance. Il y a ça. Et puis de l'autre côté, il y a effectivement les couleurs qu'on va donner. Par exemple, si on regarde précisément le programme, je pense qu'on verra qu'il y a beaucoup de documentaires, beaucoup de films d'animation. Il y a aussi beaucoup de films étrangers, ici une cinématographie plus méconnue. Et puis tout ce travail sur des films, oui, sur des jeunes auteurs. Par exemple, là, on va recevoir bientôt Émilie Brisavoine pour Maman Déchire, voilà, jeune réalisatrice. Voilà, c'était important. C'est son deuxième long métrage. Et voilà, on essaie de soutenir aussi cette jeune création et de les faire venir. Et en parallèle, on va aussi accueillir Costa Gavras, qui lui est beaucoup plus reconnu. Voilà, il a 90 ans, 18 films. Enfin, c'est pas la même. Voilà, donc on essaie de trouver un peu cet équilibre dans la programmation, mais c'est assez fascinant. Après, une ligne, ouais, voilà. Enfin, j'ai l'impression que cette grande diversité fait partie des choix dans cette ligne éditoriale. Et est-ce que justement, essayer de trouver cet équilibre, comme tu dis, c'est pas le plus gros défi aujourd'hui auquel tu es confronté en tant que programmateur art et essai, ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui aujourd'hui dans le métier te posent problème, entre guillemets, ou qui demandent plus de travail que d'autres? La plupart des films qu'on va diffuser n'ont aucune notoriété en fait, parce qu'il sort 20 films par semaine, les médias en parlent de 2-3 grands maximum, il y en a 17 autres films, généralement c'est ceux-là qu'on va avoir, qui n'existent pas dans les médias, donc ça c'est compliqué. Donc il va falloir trouver des moyens de donner envie aux gens de venir. Et voilà, ça c'est un des gros enjeux
de notre salle. Alors, le défi du programmateur, du coup, ça va être de donner envie aux gens d'aller voir ces films-là, et puis de faire émerger des œuvres différentes. Voilà, tant sur leur durée que leur provenance, enfin leur thématique. C'est des défis. Et c'est vrai que d'avoir un public très fidèle aussi, ça c'est important. Ça c'est vraiment génial. Un public fidèle et curieux. Et donc les gens viennent, reviennent et osent découvrir autre chose. Attiser la curiosité du spectateur, aujourd'hui c'est fondamental. On pourrait très bien ne faire que des choses simples. Je mets en fanfare dans les 4 salles et zou, hein, et je m'arrête là, ou des choses un peu porteuses. Non, il faut qu'on arrive à trouver sans cesse, fournir en film de nouvelles choses. Donc voilà, c'est le plus grand défi, je trouve, c'est de donner envie aux gens et d'attiser leur curiosité. Ça, c'est ce qui est le plus difficile. Puis on ne sait jamais à l'avance ce qui va fonctionner ou pas. Et pour cette nouvelle année 2025, maintenant, est-ce que tu as des projets en particulier, des choses que tu aimerais apporter à ce cinéma en tant que programmateur ? J'aimerais continuer le travail sur le court-métrage, parce que c'est vraiment un genre que j'aime énormément. Et du coup, j'ai commencé l'année dernière avec un certain nombre de soirées court-métrage. J'aimerais poursuivre ça vraiment un peu plus cette année. Et peut-être arriver un jour à avoir des courts-métrages aussi en première partie des longs lors de la programmation. Ça va venir petit à petit. Il faut éduquer le public au court-métrage. Et puis sinon, ça va être encore de découvrir, j'espère, encore plein de nouveaux auteurs. Chaque semaine, moi, j'ai un métier où tous les lundis matins, j'arrive, il va falloir faire la prog, 20 nouveaux films, 20 bonnes raisons d'aller travailler le lundi matin. Donc, non, il y a vraiment, c'est sans cesse, ça n'arrête jamais, et voilà, et c'est ça qui est exaltant. Donc pour finir, tu disais que tu as un attrait tout particulier pour les œuvres qui racontent l'humain, qui racontent le monde et son état. Tu es sensible au film, j'ai entendu dire que tu es sensible au film du réalisateur cambodgien Ritipan, et tu es à la recherche d'une certaine diversité de regards. Récemment, Almodovar nous a offert un film haut en couleur en s'éloignant de sa langue et de son pays. Penses-tu que ce film dépeint un certain regard du monde, un certain engagement ? Almodovar, il a fait un film, déjà, en termes de réalisation, c'est magnifique, et puis en direction d'actrice aussi, enfin bref, ça, c'est une œuvre à part entière qui est magnifique. Ensuite, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il va donner son point de vue sur, effectivement, la fin de vie. C'est son point de vue à lui. On a diffusé aussi Johnny Got His Gun, par exemple, qui aussi traite de ça, et on va avoir le nouveau film de Costa Gavras qui aussi traite de cette thématique-là. C'est 3 films très différents, 3 points de vue très différents. Et globalement, sur des thématiques, c'est toujours intéressant d'avoir énormément de points de vue. C'est ce qui, dans cette complexité du monde, c'est ce qui est le plus important, d'avoir différents points de vue. Je reprends Ritipan. Ritipan, il raconte son pays depuis des années, enfin tous ses films, il raconte le Cambodge, mais il ne le fait jamais de la même manière, il raconte jamais la même thématique, et c'est extrêmement universel. Donc ça nous raconte aussi peut-être notre présent, notre passé, ça raconte énormément d'autres choses. Moi, c'est un réalisateur que j'adore depuis tellement longtemps, j'étais ravi de l'accueillir ici. Voilà, c'est important qu'il nous raconte son pays de plein de manières différentes, mais qui nous raconte aussi le monde, parce que ça nous renvoie sans cesse un miroir. Voilà, et voilà. Bon, Almodovar et Ritipan, en tout cas, sont des auteurs très importants aujourd'hui. Ce film raconte l'histoire de deux adolescents d'un village de campagne qui se font la promesse d'un jour partir vivre à la ville. L'un d'eux cache un lourd secret qui, quand le village va le découvrir, va faire partir en éclats leur vie, leur famille. Le 16 février, une séance spéciale est organisée au Concorde, la projection du nouveau film Gavras, Le Dernier Souffle, en présence du réalisateur et de la productrice Michel Ray-Gavras. Enfin, le 26 février, sort un film qui a été projeté au Festival international du film de La Roche-sur-Yon, A Real Pain de Jesse Eisenberg, qui raconte l'histoire de 2 cousins qui se retrouvent après le décès de leur grand-mère et qui organisent un pèlerinage en Pologne. Leur voyage initiatique sur les traces de leur famille va vite se transformer en visite d'un camp de concentration. Il y a bien sûr plein d'autres films qui sortent en salle ce mois de février. Tous ces films sont bien évidemment à retrouver en salle au Concorde. Merci à vous, cinéphiles, d'avoir tendu l'oreille sur notre podcast. Vous pouvez évidemment le retrouver sur les plateformes.
et prolonger la discussion dans les commentaires si vous en avez l'envie. Évidemment aussi nous retrouver et nous lire sur la Gazette. Je remercie toute l'équipe du Concorde, le CNC via le dispositif ambassadeur jeune du cinéma. Je remercie évidemment toute l'équipe des Cinévores, Elisa, Bastien, Kessie, Ulysse, Lubin, Kim, Théo et Nathan, qui ont participé avec joie sur ce podcast. Et évidemment Graffiti, qui nous prête ce matériel. Merci.